je vais accueillir maintenant trois personnes qui ont un parcours toutes différent. Je ne vais pas les accueillir d'ailleurs en même temps, qui ont un parcours complètement différent, mais qui ont tous pour point commun de s'être retrouvés un jour en Asie. Alors, première personne qui arrive là-bas, Anne Garrigue. Anne Garrigue qui est journaliste. Anne, ça fait très longtemps que vous êtes en Asie. Oui, je suis en Asie depuis 85 en fait. J'ai d'abord vécu 8 ans, enfin j'ai 4 ans au Japon, retour en France, ensuite 3 ans en Corée du Sud, de nouveau 4 ans au Japon, et ensuite New York, la France, et ensuite la Chine, 2005-2010, et maintenant Singapour. Et pourquoi toutes ces destinations? D'abord parce que j'ai un mari qui est diplomate, donc je l'ai suivi. Et puis moi je suis journaliste et écrivain, j'ai publié 8 bouquins. Et donc j'ai réussi, on va dire, une aventure de couple à l'étranger, et essentiellement en Asie. Ça c'est un choix d'être resté en Asie, parce que c'est pas normal dans une carrière comme ça. Mais c'est aussi parce que j'ai trouvé que c'était un énorme privilège de pouvoir suivre l'Asie et la montée en Asie de près aux premières loges. Donc j'ai d'abord travaillé pour des journaux comme Les Échos, l'AFP, etc. Et ensuite, à un moment donné, j'ai choisi de faire des livres. Mon premier livre, c'était sur les femmes japonaises. Il a été traduit en japonais, il vient de sortir en chinois. Ensuite, j'ai fait des livres sur l'économie. Et puis après, j'ai fait un livre sur l'asiatisation de la France au début des années 2000. L'Asie en nous. Et puis ensuite, mes 2 derniers, j'étais rédactrice en chef d'un magazine économique en Chine. Et en même temps, j'ai fait un livre avec un milliardaire chinois que j'aime beaucoup, Wang Yen, qui avait créé Sina.com. J'ai fait un livre sur la conservation du patrimoine. Tout ça pour arriver à mon projet que je veux vous montrer. Et ceux qui s'intéressent, j'ai quelques exemplaires que je vous donnerai volontiers. C'est qu'en arrivant à Singapour, j'ai voulu d'ailleurs avec Myrto Grécos, qui est une amie qui est là et qui a monté aussi une société dans le monde, mais qui est basée à Pékin, qui est une société d'internet et aussi de production de documentaires, qui s'appelle Ikari, et le site c'est Aujourd'hui le Monde. Voilà, donc on avait une amitié, et quand je suis arrivée à Singapour, je me dis qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, tous les 3 ans, il faut se renouveler. Donc là, j'ai eu l'idée d'abord de faire des papiers pour le site, sur le web, sur les entrepreneurs. Ça me permettait de me balader dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, ça zappe, c'est pas bien, il faut se poser, ça c'est peut-être l'âge, il faut se poser, il faut regarder. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose où on médite un peu sur les entrepreneurs. Et j'ai voulu vraiment faire un livre, et j'ai voulu le faire entrepreneurial, c'est-à-dire pas d'éditeur. J'ai déjà édité même chez Gallimard, donc c'était pas vraiment un problème. Mais j'ai choisi avec une bande d'amis, des gens que j'aime bien. J'ai trouvé un financement. Arnaud Vessier a accepté, patron de International SOS, de le financer. Et ensuite, un autre financement est arrivé avec quelqu'un que j'avais interviewé, qui est un homme d'affaires qui a réussi dans le catering et ensuite à monter un musée à Bali. Et ce livre, c'est un hommage aux entrepreneurs, c'est un livre inspirationnel. Alors, le concept central, est-ce que j'y vais, je vous le raconte sans question? Allez-y, c'est parti. Le concept central, c'est la diaspora entrepreneuriale, comme la diaspora juive, comme la diaspora chinoise. C'est diaspora, et je pense que la France aujourd'hui, et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment en France. Je pense que la France aujourd'hui, ce n'est pas la France territoriale. C'est la France et les Français qui entreprennent à l'étranger. Et j'en ai fait 40. Pour l'instant, j'ai fait les 40 en Asie du Sud-Est. Je souhaite continuer. Là, pour l'instant, je travaille sur 40 Français qui entreprennent en Chine. Et puis après, en Inde, etc. C'est l'idée le projet. Les gens, c'est des gens de toutes sortes. Le livre, il est en français et en anglais, très bien traduit, je crois, parce qu'il faut s'adresser, la France s'adresse au monde en anglais. Aujourd'hui, quand on vit à l'étranger, c'est évident. Et pourquoi des entrepreneurs? Parce que je crois que si on veut distribuer la richesse, il faut d'abord la créer. Et les marchés, aujourd'hui, ils sont à l'étranger. Mais les entrepreneurs que j'ai rencontrés, même s'ils font de l'argent, et forcément, quand on fait une entreprise, ils font de l'argent, mais ce n'est pas forcément ça qui les fait se lever tous les matins, qui restaurent des œuvres d'art, qui s'occupent d'hélicoptères, qui fassent de la pharmacie, qui fassent de la finance, etc. C'est tous des gens... Bon, vous êtes tous, je crois pas mal d'entre vous, entrepreneurs. Ce qui m'a fasciné, c'est leur esprit d'aventure. J'ai voulu faire un livre inspirationnel et j'ai essayé de réfléchir à un modèle. Donc, grâce à Myrto, on est sur les sites internet téléchargeables gratuitement. Nous avons déjà eu depuis novembre 3500 téléchargements. C'est peut-être pas beaucoup pour des sites, mais là, c'est des livres qu'on télécharge. Et moi, mes livres, j'étais contente quand j'en ai vendu 3500. C'est-à-dire, c'est déjà pas mal. Bon. Ensuite, il est diffusé aussi sur papier à travers des conférences. Là, je vais faire des conférences dans la chambre de commerce, etc. Voilà. Donc, bon. Alors, quels sont les profils, quels sont les points communs de tous ces entrepreneurs français qui se sont installés en Asie du Sud-Est? Alors, les points communs, les points communs, je pense que c'est des gens qui ont... c'est les points communs, est-ce qu'ils sont très différents de ceux d'en France? Non, je ne crois pas. C'est les points communs des entrepreneurs. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur et on retrouve toujours... Est-ce que ce sont des gens qui aiment l'aventure?
Mais ce n'est pas forcément des gemmes qui aiment le risque. Ils prennent un très grand risque au moment où ils sautent dans la piscine, mais après, c'est pas des joueurs forcément, hein, parce que ce sont des gens qui ont toujours les yeux sur le tableau de bord. Donc, contrairement à une image d'Épinal, ce sont des gens qui... Alors après, il y a des différences. Il y en a pour qui, je pense à... Bon, je pourrais citer les noms, mais ça vous dira... Enfin, il y a des gens pour qui il y a un but plus grand que soi. Il y a un but humain, on vient de le voir. Et je pense par exemple à Francis Chéniaud qui est au Laos et qui travaille avec les tribus du nord du Laos et en même temps à Givaudan. Le dernier Prada, c'est ses produits qui les ont permis. Et en même temps, il a permis à Givaudan de faire de la CSR, enfin RSE, pour les tribus du nord. Donc il a vraiment un but. C'est un ancien de la FAO qui a démissionné pour monter sa boîte. Je prends par exemple un autre personnage, Bruno Hasson, qui est en Indonésie. Lui, c'est le roi du sac à main. C'est un petit peu entre guillemets, mais je lui rends hommage en fait, quand même, mais c'est un peu le sentier en Asie, hein, mais il marche très bien. Et il y a un autre cas fantastique comme Malguir qui a fait l'INSA de Lyon. Il avait même jamais vécu à l'étranger, il est arrivé au Vietnam, il est devenu 50e architecte mondial. Et parce qu'il a eu un très bon positionnement stratégique, pas trop cher, ni quand même de qualité. Et aujourd'hui, il construit avec Bouygues la 3e tour du Vietnam. Donc je pourrais vous citer des tas d'exemples, mais si on parle des points communs, je dirais, c'est cet esprit d'aventure et en même temps ce sérieux, tenir le rêve et tenir la réalité aussi, c'est très important. Je pense que ce sont des rôles modèles, hein, c'est ça. Et après, il y a des différences. Il y a des gens qui démarrent à 25 ans, ou même beaucoup plus tôt, et il y a des gens il y en a un à qui j'ai envie de rendre hommage, qui va venir et qui est ici, voilà, qui a démarré lui je dirais plutôt plus tard, après avoir une très très belle carrière. Bien, viens Marc, viens nous rejoindre. Appelez-le, voilà, un exemple Marc. Vivant du livre. Et comme ça, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est fantastique, parce qu'après je voudrais souligner quand même qu'il y a un effet de réseau, et qu'avec ce qui se passe, c'est que maintenant quand on donne des conférences, quand on m'invite, moi je renvoie à l'ascenseur, parce que c'est beaucoup plus fort quand un vrai entrepreneur parle. Et Marc a fait une brillante carrière chez Accor en vice-président Asie, et ensuite à un moment donné, vers la cinquantaine, un peu avant, à partir de l'Indonésie, hein, il a décidé de monter sa propre société. Donc je préfère lui donner la parole à la limite. C'est vous l'entrepreneur. Échanger le micro sinon, ouais. Bon, merci d'avoir présenté et surtout l'ensemble un peu des entrepreneurs en Asie. Je crois que ce n'est pas que moi, c'est juste un exemple, mais je crois que nous sommes des centaines et même plus. Pour ma part, effectivement, très brièvement, j'ai passé pratiquement 20 ans de carrière chez Accor, et puis j'ai pris le virus de l'Asie, des Chinois et de l'esprit d'entreprendre. Et très rapidement, après avoir pendant des années convaincu des cadres Accor d'entreprendre, d'avoir l'esprit d'entreprise, je me suis dit que ce serait bien beau qu'un jour j'entreprenne sans parachute, sans salaire. Et donc j'ai quitté Accor en très bons termes. J'ai quitté Accor en 2002 pour créer ma propre chaîne d'hôtels en Indonésie. Et aujourd'hui, donc, nous avons à peu près 70 hôtels en construction ou en opération. Ce que je voudrais dire surtout, ce n'est pas l'intérêt, mais l'intérêt, c'est qu'est-ce que c'est qui m'a motivé à créer ma propre société. Un, c'était de oser, comme je viens de dire, entreprendre. Le deuxième, c'est vivre sa liberté. J'ai quitté Accor, je vais avoir à peu près 45 ans. Et pour moi, l'idée d'être limité dans le temps, dans l'espace, l'âge, les retraites et toutes ces salades, etc., ça m'angoisse énormément. Et je crois que je dois être maître de ma vie. Je crois qu'il y avait une présentation cet après-midi, il y a 1 heure ou 2, je partageais complètement cette notion-là de liberté. Et que ce n'était pas une organisation, une institution ou un pays qui va décider quand je m'arrête de travailler, ce que je dois faire, mon âge, ma carrière. Et c'est à moi de me prendre en charge. Et je me suis dit, mieux vaut se prendre à 45 qu'à 55. Et donc j'ai quitté, c'est ma deuxième raison. Et la troisième raison qui est importante, c'est de créer. Et en quittant Accor, c'était pour moi la volonté de créer de nouveaux produits, de nouvelles valeurs. C'est réalisé, c'était à la fois créer des produits, mais surtout de créer des opportunités, du travail, des gens, des carrières. C'était les 2 facteurs qui m'ont motivé de créer ma propre société. Et chaque produit que nous avons créé en Indonésie n'ont pas qu'un but de faire des chambres pour des chambres et dormir. Chaque produit doit porter notre volonté au-delà de ça. Je crois qu'il ne faut pas se raisonner que sur l'argent et la finalité. Chaque produit que nous avons créé, c'était des symboles de la démocratie en Indonésie, de nouvelles valeurs, de porter des messages de lifestyle, de healthy life, etc. C'est important. Marc, non, tout à fait, de te relancer là-dessus, parce que je pense que c'est important, dans le climat aussi actuel français, de ne pas montrer du doigt les entrepreneurs français de l'étranger. Ce n'est pas forcément des évadés du fisc, notamment ceux qui montent des boîtes. Et je voudrais un peu souligner à quel point ils peuvent aider la France. Parce qu'en fait, ils ont tendance à, et je te pose la question en direct, mais je peux dire 2 minutes sur d'autres, ils achètent plutôt des produits français.
ils emploient des stagiaires français. Le cabinet d'architectes, par exemple, de Malguir, il a 15 stagiaires, enfin 15, pas employés, dont je crois 8 sont français. Plus tout le reste, il a beaucoup plus que ça, mais dans les étrangers. Hein. Donc voilà, donc je voudrais revenir vers toi, Marc. En quoi tu te sens-tu français, bien que tu résides actuellement majoritairement quand même en Indonésie, que ton business est installé, je veux dire, son siège social est en Indonésie, donc tu ne payes pas forcément, si je me permets, d'impôts en France, mais je voudrais dire quand même qu'il ne s'agit pas simplement... Les marchés, ça s'arrache ailleurs. La France, c'est petit maintenant à l'échelle du monde. Et par contre, avoir l'esprit français et la France loin, c'est très utile pour la France. Voilà, donc... Bon, très juste. Enfin, je crois que le premier message, je crois que ça fait partie de ma DNA comme la vôtre. Ça fait partie de votre sang. Je suis français, je suis clairement français. J'ai mes valeurs. C'est même une valeur ajoutée. La forme d'éducation, etc. La créativité, les concepts et tout, c'est très, très français, je trouve, la formation. Et donc, ça l'induit dans tout le travail de ce qu'on peut créer. On a un nom qui est anglais, par exemple de marque. Notre marque en Indonésie s'appelle Aris. Donc souvent les Français m'ont dit pourquoi tu n'as pas appelé ça un nom français. Je dis que c'est une faute pragmatique. C'est un nom qui est le plus populaire en Indonésie. Mais par contre, dès qu'on peut, on fait appel à des architectes français. On a créé un nouveau concept qui s'appelle Pop Hotel Indonésie, qui est budget, très innovant. On apporte en permanence l'innovation, dont l'architecte est parisien. Et nous avons, je crois, une vingtaine d'expatriés. Et sur les vingtaine d'expatriés, nous avons à peu près 12 expatriés français. Et le reste, c'est anglais ou colombien ou autre. Et c'est mélange. Mais effectivement, on va induire naturellement, je ne sais même pas de faire le franco-français, hein, mais on l'induit. Et ne serait-ce que dans le management, etc., même tous mes cadres employés indonésiens, première langue que nous finançons, c'est l'anglais. Je forme tous mes employés en anglais. Ils sont systématiquement formés, parce que je suis français, comme deuxième langue le français. Donc tous mes cadres, je leur donne des cours pour apprendre le français, parce que je suis une boîte française, mais la première langue est l'anglais. Alors Anne, je vais juste te couper, parce qu'en fait on a presque plus de temps, et ce que je propose, c'est qu'on laisse venir sur scène notre dernier intervenant, notre dernier entrepreneur qui est allé entreprendre en Asie, Fabien Roiron. Bonjour. Alors là, vous aussi, enfin, vous avez un parcours absolument hallucinant. Vous arrivez en Asie pour échapper au service militaire, je crois que c'est ça, la petite histoire. Merci. Un petit peu, oui, je finis mes études en fait au Japon. Et du Japon, je me dis que je découvre une culture, une langue, un pays. Et je souhaite y rester tout simplement. Donc à partir de là, je cherche du travail. Je prends mon sac, je pars 3 jours à Hong Kong et je me dis, allez, tu peux trouver un boulot, on ne sait jamais. Et en fait, la chance étant là, je trouve un boulot. Je travaille à la Chambre de commerce, qui est une entité privée, pendant 4 ans. Et j'aide les PME françaises à s'installer en Chine. Et je les accompagne dans ces cycles-là pendant 4 ans. Et en parallèle, avec tout ce que vous avez dit, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et j'ai constaté qu'au Japon et à Hong Kong, on aimait la France. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de magazine pour promouvoir la France. Donc je me dis, fais un magazine en fait. Fais un magazine pour promouvoir la France. Alors que vous n'avez aucune formation, aucune connaissance dans tout ce qui est presse, médias, etc. Non, aucun background de luxe, aucun background des médias. Donc j'en parle à mes amis qui me disent tous, t'as aucune chance de réussir. Tu parles pas la langue, tu connais pas la culture, t'as 1000 € de poche, t'as pas de réseau, ça va pas marcher. Et en fait, tout ce qu'on a entendu cet après-midi, je crois qu'il y a un lien commun, c'est les rencontres. Et le président de la Chambre de commerce de Hong Kong était le président d'Hermès. Et en fait, la première personne à qui j'en parle, c'est lui, en me disant qu'en créant un magazine qui vit que de la publicité, pour promouvoir l'art de vivre à la française en Chine, si une maison de luxe comme Hermès vous fait confiance, les autres devraient suivre. Donc mon constat était simple, c'est que si le premier disait oui, je me disais que les autres allaient suivre. Et alors là, il y a une autre rencontre, un autre coup de chance, c'est l'exposition universelle. Alors on fait le magazine, je lance en 2005. De 2005, on va vraiment dire passer toutes les étapes. 2006, 2007, 2008. 2008, on commence à devenir 10 personnes. Et là, 2008, on se dit qu'on va mourir avec la crise parce que les budgets sont plus là. Et au moment où je demandais à mes équipes de me patienter, puisque je ne pouvais plus les payer depuis déjà 3 mois, mais que j'avais trouvé une solution, on signe l'Expo universelle et l'aventure chinoise explose puisqu'on passe de 5 personnes à 25, on casse littéralement les murs pour agrandir et on passe de 32 000 copies à 600 000 copies, un an de travail qu'on remet au président chinois, à tous les invités du pavillon France. D'accord, alors j'essaie de suivre 2 conversations en même temps, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que... Alors, oui, non, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Le magazine, il est en chinois. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande, justement, de ces Chinois pour en savoir plus sur la culture française, sur
sur les savoir-faire français? En fait, l'idée, elle était de 2005. Elle m'avait été partagée avec ces présidents que j'avais la chance de côtoyer à la Chambre de commerce, qui m'avaient dit si tu fais un magazine, il faut qu'il soit éducatif, il faut parler de la culture et il faut partager le savoir-faire français. Donc, il est écrit qu'en chinois et il ne parle que de la culture française. Et j'ai la chance que ces maisons qui m'accompagnent, que ce soit la deuxième année, j'avais pu signer Cartier, Dior, Louis Vuitton. Enfin, je me bats avec des grands noms, puisque pour un exemple, pour la maison Hermès, ils ont à peu près 12 magazines en Chine. Vous connaissez les 11 autres, et puis vous me découvrez aujourd'hui. Ils travaillent avec Vogue, Elle, Madame, GQ, etc. Et en fait, nous, ce qui nous a permis de vivre, c'est véritablement d'être sur un magazine de niche où on fait véritablement le savoir-faire français et on parle des meilleurs ouvriers de France, des artisans, des chefs. Et puis de ces gens qui m'ont fait confiance, Gérard Marjon par exemple, le wine directeur de Ducasse Monde, qui écrit nos lignes, puisqu'il nous faut une qualité de contenu à la hauteur, puisqu'on a des Chinois qui sont capables de consommer, et on l'a remarqué depuis l'année dernière principalement. Ils ont dépassé les Russes en termes de consommation du luxe en France en tourisme. Et ben, moi je ne bois pas de Pétrus ou d'Yquem tous les jours, donc il fallait que j'ai des gens qui puissent parler de ça. Et donc je me suis accompagné, j'ai la chance d'avoir dans les équipes des gens qui prennent le temps de nous écrire des papiers où on puisse partager la culture française. Alors peut-être une question pour les trois pour terminer cette table ronde. Est-ce que vous repartiriez en France pour entreprendre? On peut commencer par toi. Moi je ne l'ai jamais fait, j'ai même rarement travaillé, à part mes jobs d'été en France. J'ai eu moins peur de me lancer dans un pays que je ne connaissais pas, sans réseau, que de l'imaginer ici en fait. Ça ne m'était pas venu à l'idée au début. Ici. Parce que la question aussi, c'est est-ce que vous aurez pu lancer une telle entreprise en France? Non, impossible. Dans la presse, aujourd'hui, c'est impossible. J'ai commencé Amazing France avec 1 000 €. Et l'année dernière, on a fait l'expo, on a fait 600 000 copies. Donc non, je pense impossible. Pour la première question, j'aimerais bien faire quelque chose en France. Pour le moment, bon, j'ai un bébé qui prend de l'ampleur sur la région et au-delà de l'Indonésie. Mais c'est une idée qui me trotte. Par contre, effectivement, autant ça peut pas être pionnier de démarrer en Asie, je pense que ce sera aussi pionnier, aussi challenging de développer en France. Les contraintes sont complètement différentes. Ouais. Il y a des sacrées contraintes, mais ça vaut le coup si on aime de prendre des risques, des challenges, ça vaudrait le coup de faire quelque chose. Et peut-être avec votre regard, vous qui avez entrepris en Asie, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Peut-être la priorité, la première chose à changer? Si vous étiez élu le 6 mai prochain, par exemple. La première chose à changer, c'est l'état d'esprit d'abord, l'état d'esprit. On voit trop les choses négatives, on voit les problèmes avant les solutions. Un état d'esprit. Les problèmes, il y en a partout à travers le monde, partout. Je crois qu'il y a une demi-heure, une heure, il y a quelqu'un qui a parlé. Les problèmes, il y en a, on est là pour les régler. Mais c'est une dynamique positive, c'est de croire en la vie, c'est de croire au projet, de croire en soi. Et la perception que j'ai souvent ici, c'est un pessimisme, de ne pas croire en soi, de ne pas croire aux institutions. Il y a des contraintes, mais bon, je crois qu'il y en a beaucoup dans la tête. Anne, le mot de la fin? Le mot de la fin, je ne suis pas entrepreneuse, mais justement l'intermédiaire, c'est-à-dire que nous qui avons un regard de l'extérieur, je pense qu'on peut apporter, je crois qu'on peut apporter des choses à la France. Et deuxièmement, je ne voudrais pas qu'on divise les Français entre les Français de l'extérieur qui sont privilégiés et ceux qui sont à l'intérieur et qui sont des victimes de la mondialisation. Je crois que ce n'est pas si simple. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Une question? Pas de questions. Alors, nous allons maintenant accueillir les deux derniers. Ah, il y a une question, pardon. Pardon. Alors, on a une question dans la salle et ce sera la seule que l'on prendra. Autorisé. Quel privilège, merci. J'ai une question sur le luxe chinois. Qu'est-ce que vous pensez du développement de marques de luxe, notamment Shanxia pour ne pas citer, donc, qui appartient à Hermès, qui est un luxe chinois qui s'axe maintenant sur le savoir-faire chinois dans donc, tout ce qui est artisanat, et donc qui émerge, et Hermès donc, est en train de favoriser cette émergence-là. Donc quel est votre avis par rapport à ça, puisque du coup ça voudrait dire que le luxe occidental perdrait un peu en importance au profit d'un luxe chinois, et on voit qu'il y a une vraie demande des Chinois au profit de leur propre savoir-faire. Merci. Je vais vous demander d'être un tout petit peu court et pas aussi long que la question, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Non, je pense que les deux luxe sont complémentaires. L'intelligence d'Hermès a été d'accompagner, de redonner la possibilité à la Chine de prouver leur savoir-faire, s'ils devaient le prouver, mais l'artisanat, la céramique chinoise, je pense qu'ils sont là depuis des années. C'est ces années récentes où ils n'ont pas pu le remontrer. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour bien connaître la maison Xiangxia et la maison Hermès, lorsque vous êtes dans les boutiques, elles sont très fières d'arborer un très beau sac Kelly et une collection Xiangxia. Donc je pense que les deux sont complémentaires. Et pour nous, on va découvrir que c'est notre savoir-faire à travers les maisons Hermès ou du comité Colbert. Et qu'en Chine, on va en découvrir de plus en plus puisqu'ils ont un savoir-faire énorme qui va s'internationaliser de plus en plus. Merci beaucoup à tous les trois.